l'armée française aurait torturé en Algérie. Alors évidemment, des tortures, on ne peut pas dire que ça n'existait pas, il y en a eu. Oh ben, j'ai reçu ma feuille de route et je me suis rendu à Libourne. Et de Libourne, je suis parti à Marseille prendre le bateau. Et je suis arrivé à Casablanca au bout de 3 jours et 3 nuits de voyage. Parce que c'était des vieux bateaux qui marchaient doucement. Et je suis arrivé à Casablanca. Et de Casablanca, je suis parti dans les montagnes du Sahara, afin d'aller déloger les Félagas. Moi j'étais à Maison Lafitte, stationné à Maison Lafitte en région parisienne. Et un soir on nous dit, bon vous montez dans les camions, on s'en va. Bon, on monte dans les camions, parce qu'à l'époque on ne discutait pas les ordres. Hein. On monte dans le camion, et puis on s'en va, et puis on nous amène en rase campagne. Et dans cette rase campagne, il y avait un train. Mais dans le noir complet, on ne le voyait pas. Il y avait un train, et ce train nous était destiné. Alors on est monté dedans, on est parti à Sainte-Marthe en direction de Marseille. Pourquoi ce train était en rase campagne tout feu éteint? Parce qu'en 1956 à Grenoble, il y avait les familles de soldats qui partaient, qui s'étaient allongées sur les voies pour pas que le train démarre, parce qu'ils ne voulaient pas, bien sûr, que leurs enfants partent en Algérie. Alors là, ça remonte à loin, c'était en 1958. Non, 57. 1957. Il avait quel âge? Il avait 18 ans. Quelle était votre réaction? Ah, là, c'était assez flou parce que, bon, moi j'étais en vacances, je me promenais, enfin, c'était un groupe de militaires et puis, une fois, j'avais pris le car, ils étaient plus ou moins dispersés et après moi je suis descendue à mon arrêt. Même un peu avant parce que je voulais un petit peu le semer, quoi, comme on dit. Et après, je sais pas, je l'ai retrouvé le soir, il y avait un petit bal d'été là, et ils étaient toujours en groupe. Alors, sur le coup, je l'ai pas, si je l'ai quand même reconnu quand même. Et comme ça se fait beaucoup, je lui ai donné mon adresse. Et comme ils étaient fêtards ce soir-là, puisqu'ils partaient dans la nuit pour l'Algérie, ils chantaient, ils étaient gais, et il avait plusieurs adresses dans sa poche, quoi. J'étais à l'époque à Bergerac, en Dordogne, et on a enterré justement un sous-lieutenant qui venait de se faire tuer en Algérie. Et j'ai toujours le souvenir d'avoir traversé une place, d'avoir vu ce convoi funèbre arriver, et ma mère qui était à côté de moi, et qui pleurait, bien sûr. Il faisait des sauts assez régulièrement et il a eu un traumatisme crânien. C'est tout ce qu'il a pu avoir. Et peut-être ici une blessure dans le cou parce qu'il faisait la descente en rappel. Je ne sais pas exactement ce que c'est, moi. Je pense que c'était des... Il devait de l'avion, il devait descendre avec des cordes en nylon et il s'est brûlé ici dans le cou. Parce que je me souviens, je l'ai soigné, il n'y avait comment dire, qu'une façon d'être soigné à l'époque pour être désinfecté, c'est de laisser, parce qu'il avait quand même une plaie qui faisait plus de 2 cm de large et c'était brûlé, quoi. Alors il a été soigné et c'était encore pas cicatrisé et j'étais chargée de lui verser de l'alcool à 90 à l'époque. Hein. On n'avait pas l'alcool modifié à 70 comme maintenant. Et j'étais pas bien courageuse pour le faire parce que j'avais les jambes qui me tremblaient. Il me semblait que c'était moi. Et alors il me disait, mais non, vas-y, je ne crains pas, vas-y. Oui. Quelles étaient vos missions? Alors, quelles étaient mes missions? J'en ai eu beaucoup, hein. Elles étaient très très nombreuses. J'ai d'abord été muté dans un poste de montagne, parce que comme j'ai fait 2 périodes, je vais vous expliquer en 2 périodes, quoi, si vous voulez. Alors, ma première période, j'étais dans un, si vous voulez, dans un poste de montagne, dans le Dur-Jura, c'est-à-dire en Kabylie, quoi. Et j'étais là adjoint au chef de section.
Et alors notre rôle, bah, c'était la surveillance d'un douar, d'une part. C'était également, on faisait des patrouilles de nuit, on mettait en place des embuscades, on avait aussi des escortes, parce qu'on avait le ravitaillement une fois par semaine, alors on descendait en plaine, c'est-à-dire sur la Mitidja, et également on renforçait quelquefois d'autres unités pour aller au combat. Alors, ma deuxième mission après, puisqu'on en a eu beaucoup, si vous voulez, c'était quand je suis reparti en 60-61. Là, nous avions la protection d'une ferme et d'un sanatorium. Ensuite, j'ai passé le certificat interarmes, c'est-à-dire pour pouvoir diriger une section, parce que c'était obligatoire pour remplacer un officier. Et j'étais donc dans une Arca, et au Kimono 46, c'était une section de Harki avec 30-35 hommes. Et alors là, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on faisait beaucoup de chouf, c'est-à-dire nous, en termes arabes, quoi, si vous voulez, de la surveillance. Et on partait beaucoup de nuit pour surveiller les points d'eau, surtout où on savait que les rebelles allaient, ou dans les douars, quoi, parce qu'on savait que la nuit, ils allaient là pour aller chercher le ravitaillement. D'abord, les appeler au départ, eh bien, pour les appeler, c'était difficile parce que pour eux, c'était un peu le manque d'expérience, c'était la peur, c'était la méconnaissance du terrain, c'était également les suicides parce que nous, même chez nous, on a eu pas mal de jeunes qui ont vu quand on a eu une embuscade, quand on a eu 15 tués comme ça, qu'on ramène les corps, eh bien, je vous assure que c'est très dur. Et j'ai plusieurs jeunes qui se sont suicidés comme ça. Voilà. Et pour l'armée, c'est dur parce que c'est pas au combat qu'ils sont morts. Vous voyez, quand on se suicide, c'est dur. C'est peut-être assez dur à vous raconter, mais nous étions... le capitaine qui dirigeait la compagnie où j'étais au départ m'avait dit un soir, bon, ben, tu ne pars pas ce soir avec la patrouille, tu restes avec moi parce que je veux prendre ma revanche au Monopoly. Alors c'est un sergent-chef qui est parti à ma place, et il est parti avec 14 hommes. On n'a pas eu de nouvelles de la nuit, on n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus, et le lendemain matin on a su qu'ils étaient tous morts dans le douar, ils ont été pris par une katiba de rebelles. Une katiba c'était 120 hommes, et ils ne pensaient pas la rencontrer dans ce douar. Et le lendemain, ben, ils sont tous morts. Le sergent-chef Watt, ça devait être moi qui devais y aller. Ce soir-là, ben, je ne suis pas parti. Les loisirs, il n'y avait pas de loisirs. Il n'y avait pas de loisirs. Quand on est militaire et dans un pays en guerre, parce que c'était le cas, il n'y avait pas de loisirs. Le seul petit plaisir qu'on pouvait avoir, c'était d'aller au foyer le soir, quand on était libre. On allait au foyer, et on buvait un coup ensemble et puis on essayait de passer une soirée le plus agréablement possible. Mais en sachant quand même qu'on était fortement dépaysés, qu'on était quand même en danger tous les jours, et tout ça, c'est dans le creux de la tête et on y pense. Il y a eu des tortures parce que d'une part, quand on retrouve ses camarades, comme ça s'est passé à Palestro, dans l'état où ils étaient, massacrés, mutilés, découpés, bon, quand on voit ça, eh bien, le premier qui passe, un ennemi passe à côté, eh bien, il subit la même chose. Ça, c'est une histoire, peut-être, on peut appeler ça peut-être une certaine vengeance. Et puis après, il y a l'autre côté de la chose, c'est-à-dire qu'on torturait, enfin, quand je dis on, c'était les services spéciaux qui faisaient ça, les militaires ne torturaient pas en Algérie. Et c'était les services spéciaux qui étaient nommés pour ça, dont le général Ozares, qu'on a entendu parler d'ailleurs pas mal de temps. Et il arrivait qu'il se faisait torturer un bonhomme pour lui faire avouer certaines choses, pour en sauver des centaines d'autres à côté. Maintenant, la torture bon, qu'aurait pratiqué l'armée française n'a rien à voir avec la torture qu'a pratiqué le FLN. Je ne connaissais pas quelqu'un, je connaissais pas personne par ici, mais on a fait des connaissances après de ceux que je suis resté en communication.
Même encore maintenant, on se voit de temps en temps. Il y en a de Mézin, il y en a de Langon, qu'on se voit de temps en temps. Que faisiez-vous pendant la guerre? Moi, j'étais muté dans le génie. Le génie, c'est... On avait le matériel pour faire des pistes pour monter en la montagne, des bulldozers, des pelles, pour que les camions puissent monter après pour aller déloger les félagas dans la montagne. C'était mon travail, quoi, de conduire les bulles et faire les pistes. Parce qu'il n'y avait pas de route pour monter, il n'y avait rien. Ils montaient à pied les félagas, enfin les arabes. Quoi. Et nous, il fallait qu'on monte avec des véhicules. Alors dans les montagnes, on faisait des pistes. Et quand on avait fini d'un côté, on recommençait de l'autre. Et pendant 14 mois, j'ai fait ça au Maroc. Et tous les soirs, on descendait dans la montagne et il fallait qu'on monte la garde et on couchait sous des tentes. Vous l'avez bien vécu? Oh, ben, il fallait... On a été un peu surpris au début, parce que partir jeune comme ça, on ne savait pas ce que c'était que la guerre. Et c'était pas reconnu, mais c'était une guerre. Il y avait en moyenne 10 morts par jour. Des jeunes de 20 ans. Hein. Et vous avez tué des gens? Non, moi j'étais armé, mais vu que j'étais sur le matériel, je n'ai jamais tiré sur personne. Mais on posait des mines pour pas qu'ils viennent nous déloger, quoi. Et le matin, il fallait qu'on enlève les mines pour pouvoir continuer notre travail. Et après, c'était des autres corps d'armée qui venaient pour déloger les félagas. On appelait les félagas ceux qui étaient contre nous, quoi. Ils appelaient ça à l'époque maintien de l'ordre. C'était pas encore reconnu guerre. Et ça a été reconnu plus tard. Vous avez vécu des bons moments? Oh, des bons moments, il n'y avait pas de vacances. Là. On était toujours sur le qui-vive parce que le danger pouvait nous arriver devant, derrière. Encore maintenant, 50 ans après, elle est remontée. Hein. Il y a une histoire de haine qui s'est créée. Alors c'est pour ça que la guerre d'Algérie, même 50 ans après, c'est sensible. C'est sensible parce qu'il y a des vécus où il y a des gens qui ont énormément souffert. Et qu'ils acceptent difficilement, évidemment. Maintenant, moi, comme j'étais fait pour me marier, je vous l'ai dit déjà 2 ou 3 reprises, j'avais dit à ma femme, qui n'était pas à l'époque, j'avais dit, si jamais l'Algérie reste française, ce que tu disais, si l'Algérie reste française, on va habiter en Algérie. Parce que c'est un merveilleux pays, c'est un très joli pays, qui maintenant s'est un peu dégradé, bon, mais bon, le pays c'est toujours le même, mais au niveau de l'entretien, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Mais autrement, c'était un très joli pays, oui. Voilà, en gros, c'est ce qu'on voulait vous dire. Alors sûrement qu'on en oublie.